Comme vous le constatez, je change de studio pour vous accompagner dans ce programme spécial que la RTB vous propose à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote. La nuit préélectorale, c'est des duplex et des appels téléphoniques avec nos correspondants déployés dans plusieurs localités. Nous recevrons également des invités au nombre desquels des observateurs et des journalistes de la presse burkinabé. Comme vous pouvez le constater à l'arrière-plan, les premiers invités sont déjà installés. Avant de les retrouver, tout de suite, nous prenons la direction de la salle de conférence de Ouaga 2000 où la CENI a pris ses quartiers. Sur place, nous retrouvons Sanoua Christine Koulibaly. Bonsoir Christine. Bonsoir Nathalie Kaoré, bonsoir aux téléspectateurs de la RTB. Bienvenue ici à la salle de conférence de Ouaga 2000, vous l'avez dit, devenu quartier général de la Commission électorale nationale indépendante. Et je reçois pour vous le président de la CENI, M. Newton Ahmed Bari. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Alors à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote, c'est un président plutôt inquiet ou serein qui se présente à nous ce soir? Entre les deux, parce que vous savez, quand on a la tête d'une organisation aussi lourde et quand on organise une activité, je veux dire, aussi importante pour une nation, on est toujours inquiet. Inquiet parce que une œuvre humaine n'est jamais parfaite. Et donc, évidemment, on se bat. Actuellement, des centaines de membres de la commission électorale sont un peu partout. Ils ne dormiront pas aujourd'hui. Actuellement, des convois sont en train de partir, donc partout. Et je demande aux Burkinabés justement de les accueillir et de les aider. Parce que les élections, ce n'est pas seulement la CENI, c'est les Burkinabés dans leur ensemble. Alors, Monsieur le Président, le sujet qui fait la une aujourd'hui, ce sont les soupçons de fraude dénoncés par l'opposition. Quel commentaire? J'avoue que je n'ai pas suivi, j'ai la tête tellement dans le guidon et je suis à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote que ce qui me préoccupe vraiment, c'est faire en sorte que tout se passe bien pour demain. Maintenant, pour le reste, je pense que ce que nous avons fait il y a quelques jours de cela, parce que vous savez qu'en matière électorale, il y a tout un encadrement de loi. Nous avons demandé au procureur du Faso sur l'ensemble du territoire de s'organiser pour créer ou pour animer une sorte de veille autour de cette problématique-là. Et je pense que je ne connais pas la substance du problème, mais je pense qu'il y a un certain nombre de cadres qui peuvent le régler. Alors, est-ce que vous rassurez les Burkinabés et tous ceux qui nous écoutent que le maximum de garanties sont prises, sont mobilisées pour que ce processus soit le plus transparent? On n'a pas le choix. On ne pense même pas à ce qu'il ne soit pas transparent. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de gens qui vont tenter de frauder. Et c'est pour cela que je vous ai dit qu'on a mobilisé la justice, parce qu'en général, vous savez qu'en matière d'infraction électorale, on le traite ou on la traite comme une infraction ordinaire. Or, comme elle est traitée comme une infraction ordinaire, la prise d'effet n'a pas d'effet naturellement sur, évidemment, je veux dire, les réflexes des uns et des autres. C'est pour cela que nous allons demander au procureur de veiller. Et demain, il y aura une permanence un peu partout. C'est lui qui se fait prendre. Ah, tant pis pour lui. Alors, je le disais tantôt, nous sommes à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote. On l'a vu aussi dans des reportages qui sont passés il y a quelques minutes en ce qui concerne le déploiement. Quelle est la situation à l'heure actuelle? La situation, c'est que, comme vous savez, avec une grosse organisation comme celle-là, il y a toujours de petits matériels qui manquent par-ci, par-là. Donc, toute la nuit, on va rouler. Toute la nuit, nos équipes seront mobilisées dans les bureaux de vote, dans les sièges de CECI, dans les sièges de CEPI. C'est pour cela que je dis aux Burkinabés, sortez et aidez-les. Sortez parce qu'ils sont là-bas pour vous. Accueillez nos équipes, accompagnez-les toute cette nuit, veillez avec eux pour que demain matin, vous ayez les bureaux de vote aptes à l'élection. Donc vraiment, c'est un cri de cœur. Et en même temps, je voudrais, si vous permettez, penser à ces milliers de Burkinabés qui ne pourront pas prendre part demain au scrutin. Vous savez qu'aux dernières évaluations faites par le comité de sécurité, 860 villages et secteurs ne pourront pas prendre part, ce qui représente environ 370 000 Burkinabés. C'est énorme. Et c'est à ces Burkinabés-là aujourd'hui, je pense, et mon cœur saigne. Mais je leur dis, il faut qu'on vote justement pour qu'à l'issue de cela, on se mette naturellement de sorte que dans 5 ans,
aucun Burkinabé ne soit laissé en rade. Okay. Alors, qu'en est-il de la situation hors de nos frontières quand on sait que le vote des Burkinabés est une première expérience? À l'extérieur, par contre, tout est prêt. Depuis une semaine, nous avons tout préparé. Nous avons seulement quelques craintes à cause du Covid et de sa recrudescence dans les pays occidentaux. Mais nous avons bon espoir qu'en tout cas, partout où se trouvent les Burkinabés dans les circonscriptions diplomatiques qui sont éligibles, je pense que demain matin, ils pourront aller accomplir pour la première fois leur devoir citoyen et se sentir burkinabé. Alors rappelez-nous quelques chiffres utiles du présent scrutin. Ce qu'il faut savoir, donc il y a 13 candidats à la présidentielle, dont une femme. Nous avons plus de 10 000 candidats aux législatives. Nous avons plus de environ plus de 17 000 listes au niveau des législatives, plus de 120 partis qui sont en compétition et nous avons environ 121 000 bureaux de vote, mais il faut y enlever évidemment les partis où on ne pourra pas les ouvrir. Donc toute cette liste-là d'ailleurs, incessamment on va la publier à partir du moment où c'est une commission électrique, une commission technique qui a travaillé et qui a donc déterminé les endroits où on ne pourra pas aller. Hélas, le problème c'est que c'est une situation très fugace. Vous savez qu'il suffit d'une attaque aujourd'hui quelque part, et il y en a eu, même aujourd'hui, et puis bon, la situation passe de vert au rouge, hélas. Monsieur le Président, un petit rappel du processus de l'après-vote, le processus notamment de centralisation, de vérification et de publication des résultats, quand on sait déjà qu'il y a des supputations autour du processus. Non, vous savez que notre système de stabilisation des résultats des élections est l'un, à mon avis, des plus transparents de la sous-région. Déjà au niveau du bureau de vote, après le vote, c'est un dépouillement en public. Tout le monde est appelé à y participer. On fait donc le dépouillement, on remplit et chacun de ceux qui sont là, qui représentent des partis politiques ou observateurs, partent chacun avec une feuille de résultats sur laquelle les uns et les autres ont signé. Donc ça veut dire déjà une validation populaire, si on peut l'appeler comme ça, mais de façon transparente, des élections au niveau du bureau de vote. On fait un duplicata de ce dispositif au niveau du centre communal de compilation des résultats. À ce niveau-là aussi, on retrouve tous les acteurs principaux, c'est-à-dire tous ceux qui prennent part aux élections, les observateurs, les journalistes. Et à ce niveau-là, on vient agréger au fur et à mesure donc les résultats qui viennent des bureaux de vote. Et à chaque fois qu'on introduit et qu'on amène un résultat d'un bureau de vote, il est lu à haute voix pour que chacun sache combien tel candidat ou telle liste de partis politiques a eu comme voix dans ce bureau de vote. Et après, on remplit évidemment une interface informatique qui reprend exactement les données de la feuille de résultat qui est imprimée automatiquement et qui est donnée à toutes les personnes qui sont là. Et on fait ainsi de suite N plus 1 jusqu'à N plus X, jusqu'à la fin du nombre de bureaux de vote. Donc si vous êtes dans un centre de compilation demain, vous repartirez en fonction du nombre de bureaux de vote. Je prends un exemple. Si vous êtes à l'arrondissement 4, où il y a environ 400 bureaux de vote, et vous savez que quand c'est les législatives, nous avons 88 partis politiques en compétition à Ouagadougou. Les 88 partis politiques ou leurs délégués qui seront au centre de compilation des résultats dans l'arrondissement 4 partiront chacun avec un paquet de 400 feuilles. Ce sont des résultats intermédiaires agrégés. Et chacun peut, s'il le veut, séance tenante, évidemment, faire la compilation. Ensuite, au niveau central, quand les résultats arrivent des CCCR, nous les validons et nous donnons copie à l'ensemble des candidats qui sont présents ou à leurs délégués. Donc de façon transparente. Toutes les étapes. Et après cela, quand nous validons, nous publions automatiquement et nous allons mettre directement le résultat sur ce que nous appelons le portail Open Elections. Donc chacun à son niveau peut s'asseoir dans son salon avec sa calculette et peut calculer pour savoir qui a eu quoi, qui n'a pas eu quoi. Et pour la proclamation des résultats, est-ce que la CENI tient à réaliser l'espoir de 2015 en publiant les résultats provisoires à J+1? Est-ce que nous serions dignes de ceux qui nous ont précédés si nous faisions moins bien qu'eux? Maintenant, on n'est pas pressé. La loi nous dit 7 jours
Mais nous pensons faire bien. Notre devoir, c'est de faire bien et c'est de faire publier des résultats acceptables par tous. Alors, Monsieur le Président, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Un appel à l'endroit des électeurs ou candidats à ce scrutin. Je pense que, surtout aux électeurs, parce que les candidats ont parlé pendant 21 jours, demain, la parole est aux électeurs, aux Burkinabés. Et je leur dis chaque fois, le jour où vous devez parler, il faut parler. Et donc, demain, c'est à vous de parler. Et j'espère et je sens que vous n'allez pas vous priver de parler. Donc, vraiment, demain matin, dans les bureaux de vote, on se donne rendez-vous. Masha'Allah. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, Nathalie Kaoré, c'est tout ici au centre de conférence de Ouara 2000. À vous l'antenne pour la suite de ce duplex. Merci beaucoup Sanoua Christine Koulibaly et merci également à votre invité, le président de la commission électorale nationale indépendante. Vous étiez donc en direct de la salle de conférence de Ouaga 2000 où la CENI a pris ses quartiers. Nous allons cette fois-ci nous rendre à Manga dans le centre-sud où nous attend Moumouni Soubega au téléphone. Bonsoir Soubega. Bonsoir Nathalie Kaoré, bonsoir à tous les téléspectateurs de la RTB. Alors, nous avons vu un peu à Fada comme à Dano des difficultés dans l'organisation du scrutin de demain. Alors, quelle est l'ambiance au niveau de la représentation de la CENI au niveau de Manga? Alors, il faut dire, Nathalie, qu'ici à Manga, c'est un calme place qui règne depuis notre arrivée. Les électeurs, après 3 semaines, certainement, après avoir suivi les hommes politiques, n'attend plus que demain pour opérer les choix. Et techniquement parlant, il faut dire que nous avons sillonné plusieurs bureaux de vote ici à Manga et nous avons constaté que presque tout le matériel électoral est là. Les noir, les bulletins de vote, l'encre, les urnes, tout est en place. Et il faut dire qu'il manque quand même quelque chose. Il s'agit des PED, des procès verbaux. Alors, mais selon le président de la CEPI, tout rentrera quand même d'ici là. Il nous a assuré que voilà, ces fameux documents sont en cours de déploiement et qu'ils feront tout pour disponibiliser ces PED avant demain. Histoire de permettre donc aux électeurs de pouvoir voter tranquillement et de choisir voilà, leur candidat. Alors donc, je viens de le jeune tout à l'heure, à moins de 10 minutes de cela. Alors il a dit qu'ils sont toujours dans l'attente, mais quand même il a tenu à rassurer qu'il n'y a pas de quoi à s'inquiéter. Voilà, tout sera déployé cette nuit-là. Voilà, c'est la situation ici à Manga, Nathalie. Qu'en est-il du dispositif sécuritaire? Est-ce que vous avez constaté la présence des forces de défense et de sécurité? Absolument, Nathalie. Il faut dire que lorsque nous sommes arrivés dans une école primaire qui s'appelle l'école de Douré, qui est un peu sur la sortie sud de Manga, sur la route de Kombouskouz. Après, on s'est rendu dans cette école. Lorsqu'on est arrivé, on a expliqué qu'on est venu voir un peu ce qui se passe ici. Alors, la première des choses, c'était de s'assurer que nous sommes effectivement de la RTB et l'agent nous a tout simplement demandé nos accréditations et puis il a vérifié les badges des membres de l'équipe de la RTB avant de nous laisser justement voilà, avoir accès aux différents bureaux de vote et tout tranquillement on a constaté ce qui se passe. Il faut dire que c'est vraiment c'est un impressionnant, vraiment dispositif sécuritaire qui est là à Manga, de quoi donc à assurer les électeurs et à rassurer les électeurs davantage que voilà, ils pourront tranquillement aller demain dans les différents bureaux de vote voilà, pour choisir voilà, leur candidat.
Beaucoup à vous, Moumouni Soubega, et à toute l'équipe qui vous accompagne du côté de Manga. Voilà, cette fois-ci, nous allons tenter d'entrer en contact avec notre équipe du côté de Wayouguia, dans la région du Nord, où nous retrouvons en duplex Amadou Marcel Tour. Bonsoir, Marcel. Nathalie Kaoré, bonsoir. Alors, dites-nous, quelle est la situation qui prévaut à Wayouguia, donc à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote? Nathalie Kaoré, il faut dire que tout est allé vite ici à Wayouguia. Dès ce matin, 9 h, le président Sépi a invité les présidents de bureaux de vote à procéder à l'enlèvement du matériel électoral. Matériel qui a été convoyé par la suite dans les bureaux de vote. Je parle notamment du déploiement. Ce même déploiement qui s'est achevé aux environs de 18 h sous haute surveillance des forces de défense et de sécurité. Nathalie Kaoré, il faut ajouter aussi qu'il y a 12 communes sur 13 qui sont concernées par les élections, les législatives et les présidentielles ici dans la province du Yatanga, car la 13e commune, Kane, a été exclue pour raison d'insécurité. Qu'en est-il de l'ambiance au niveau de la représentation de la CENI du côté de Wayouguia? Est-ce que vous y avez fait un tour? Quelles sont les difficultés peut-être qui ont été décelées? Nathalie Kaoré, dans le Yatanga, ici, c'est pour ces élections, c'est 726 bureaux de vote pour environ 220 000 électeurs. 42 partis donc se sont engagés pour 4 places à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que le matériel de vote a été disponibilisé au niveau des différents bureaux de vote, à votre connaissance? Vous avez eu des informations en rapport avec cela? Effectivement, nous avons suivi ce processus, nous avons suivi cela avec intérêt, puisque nous avons assisté à la fermeture même du dernier bureau de vote en présence des forces de défense et de sécurité et des agents de la CEPI, en attendant l'ouverture de ces bureaux de vote demain à 6 h. Merci à vous, Amadou Marcel Tour, depuis Wayouguia. Et de Wayouguia, nous mettons le cap sur la ville de Sia, où nous attend Mounira Kéré. Bonsoir, Mounira. Bonsoir, Nathalie Kaoré. Voilà, c'est à peu près la même question. Quelle est l'ambiance qui prévaut actuellement dans la ville de Sia? Il faut dire que Bobo Dioulasso prépare activement la journée électorale qui aura lieu demain. Nous avons fait le tour de quelques commissions électorales indépendantes d'arrondissement. Vous allez certainement le voir dans les images. On a visité aussi quelques bureaux de vote. Le matériel est arrivé et présentement les commissions procèdent activement au dispatching. Alors, est-ce qu'il y a eu des difficultés qui ont été constatées? Vous avez eu des difficultés dans la distribution du matériel de vote, par exemple? Des manquements sont constatés, les kits ne sont pas en nombre suffisant, il y a des manques de bureaux de vote, des manques d'urnes, des manques d'isoloirs, il y a des bulletins même qui ne sont pas arrivés présentement, mais les commissions rassurent, un véhicule a déjà démarré et devrait être là dans les heures qui suivent pour permettre aux différents bureaux de vote de démarrer à la bonne heure, c'est-à-dire à 6 h. Expliquer les raisons qui ont conduit à ce genre de situation au niveau de Bobo Dioulasso. Pardon? Vote. Mounira Kéré, je ne sais pas, vous nous recevez? Nathalie Kaoré, vous pouvez répéter s'il vous plaît la question. Au niveau de la CENI section Bobo Dioulasso, on vous a donné les raisons qui ont justifié justement le retard dans l'acheminement du matériel de vote. Contacter quelques personnes au niveau des CCI, mais on n'a pas eu de réponse. Et on a pu discuter avec les présidents de bureaux de vote qui évoquent un problème de coordination, une mauvaise organisation, entre autres. C'est de l'aspect sécurité. C'est vrai que les forces de défense et de sécurité sont là. Dans les bureaux de vote, ils sont en train de sécuriser le matériel et le personnel. On constate aussi leur présence au niveau des commissions électorales indépendantes d'arrondissement et un peu partout dans la ville de Bobo Dioulasso.
Merci à vous, Mounira Kéré. Vous étiez donc en duplex depuis Bobo Dioulasso. Alors, nous revenons sur ce plateau pour entamer les échanges avec les premiers invités. Je suis avec M. Daniel Dayen de la CODEL, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections. Bonsoir. Bonsoir. Alors, également sur ce plateau, le chef de mission d'observation de la CEDEAO, M. Kabinet Komara. Vous êtes également un ancien premier ministre de la Guinée-Conakry. Bonsoir. Alors, à tous les deux, vous avez suivi le processus électoral et vous avez suivi l'ambiance de la campagne électorale. Monsieur Da, je commence par vous. Oui. Est-ce que vous estimez qu'à la veille du scrutin, le Burkina Faso est suffisamment prêt pour la journée de demain? Merci, madame. Pour l'observation que nous avons eu à faire, je crois qu'aujourd'hui, puisqu'auparavant nous voyons que toutes les choses ont été mises en place. Bien sûr, les informations que nous venons d'avoir avec vos correspondants nous rendent un peu, nous amènent à un peu mitigé, mais sur le terrain, au cours de la campagne, la sérénité, en tout cas, est de mise. D'accord. Est-ce que c'est la même appréciation du côté de la CEDEAO, M. Komari? Merci beaucoup, madame. Je dois dire que nous sommes là depuis 3 jours, mais avant, la CEDEAO avait envoyé une mission d'alerte qui est venue 2 semaines avant. Et les faits qui nous ont été présentés relèvent de 2 catégories. La première catégorie, c'est vraiment tout le travail de consensus qui a été bâti au Burkina depuis le début de l'année entre les différents acteurs politiques, ce qui a permis au fur et à mesure de résoudre les différentes questions en suspens. Et ça, c'est tout à fait à l'image de ce pays, parce que sans consensus sur les questions essentielles, bien, les résultats de l'élection seront compromis. Parmi ces questions essentielles, il y a le fichier électoral, donc, dont le lutte a été accepté par tous. Il y a le fonctionnement de la CENI, dont vraiment tout le monde convient que c'est vraiment une CENI consensuelle. Il y a surtout aussi le fait que tous ont signé un pacte de bonne conduite qui va diriger ou guider l'attitude des candidats pendant la campagne et après la campagne. Nous nous réjouissons de ceci. Maintenant, le diable est dans les détails. Il y a le déploiement. Et à ce niveau, nous avons une discussion hier avec la CENI et avec le Conseil de la communication. Et nous leur avons fait part des inquiétudes qui avaient exprimées par certains partis politiques, notamment le vote des déplacés, donc des explications ont été données, mais surtout la façon dont les résultats sont compilés, remontés et comptabilisés. Je suis heureux que le président de la CENI l'ait réexpliqué cette fois-ci. Comparé à d'autres pays, je dois dire que c'est extrêmement élogieux au Burkina que la transparence soit dans le processus. Reste à savoir maintenant comment demain pratiquement ça va se passer. D'accord. Alors, Monsieur Dayen, vous avez tout de suite dit que votre appréciation est mitigée au regard des échos qui nous parviennent au niveau des régions. Il y a aussi cette sortie du CFOP et la réaction de la majorité par rapport à des cas de fraude. Est-ce que cela est de nature à vous inquiéter par rapport à la journée de demain? Non, dans une première partie, lorsque je disais que ce que nous avions entendu tout à l'heure à la télé nous amène un peu à nous interroger, mais pas tout à fait mitigé. Ça fait partie quand même des, je dirais, un peu des impératifs organisationnels qui ne peuvent pas être à 100% prêts. Ils ont jusqu'à demain matin pour résoudre cela. J'espère fortement qu'à 6 heures tout va s'ouvrir. Donc ça ne peut pas un peu mitiger notre appréciation sur l'ensemble de l'organisation qui a été mise en place. Comme l'a dit tout à l'heure son Excellence, le Premier ministre, nous militons tous pour une élection apaisée, libre et surtout transparente. Je crois que c'est ce volet de transparence dont vous faites cas tantôt sur cette situation. Mais nous nous réjouissons très fortement que la voie du contentieux soit adoptée par ceux qui contestent, ceux qui ont choisi de saisir la justice pour que justice soit faite ou ce soit rendue sur cette question. Nous pouvons faire des commentaires, comme l'a dit dans le président de la CENI, sur cette histoire. Nous souhaitons fortement que la CENI, et plutôt que la justice, prenne cela au sérieux et nous donne un peu son appréciation sur cette situation. Nous avons près de 200 observateurs spécialement préparés pour une opération qu'on appelle opération fumée sans feu. Dès qu'il y a une rumeur ou quelque chose qui a été dit par des gens responsables sous la forme d'une conférence de presse, nous appelons les services qui sont concernés
fortement à se réunir autour de la question et puis rassurer les uns et les autres. Voilà un peu la position de la CODEL. D'accord, je reste avec vous pour parler de l'observation de ces élections. Alors, il a été annoncé donc à 3800 observateurs que la CODEL a déjà déployés sur le terrain. Alors, concrètement, comment ça va se passer? Et concrètement, les 3800 vont couvrir en gros pratiquement le tiers des bureaux de vote. Ensuite, parmi les 3800, nous avons 500 observateurs qui seront dotés de smartphones avec des applications, un quartier général qui est installé à l'hôtel Splendide avec pratiquement une centaine d'opérateurs, tous avec des ordinateurs. Ces 500 vont remonter rapidement les informations vont remonter les informations trouvées sur place. Ces 500 sont également dans ce qu'on appelle un peu des observateurs fixes dans les bureaux de vote qui ont été déterminés par l'ordinateur, mais en tout cas par des experts. Et cela nous permettrait de couvrir le territoire et d'avoir des informations qui nous permettraient d'avoir des grandes tendances. Des grandes tendances, ce n'est plus comme la dernière fois, mais nous pourrons avoir des grandes tendances à une certaine heure, peut-être même avant la CENI. Mais vous savez, mais les tendances, ce n'est pas les résultats. Justement, j'allais vous demander, est-ce que vous n'allez pas en parler? Alors, est-ce que vos équipes sont déployées à travers tout le pays? Oui. Dans toutes les localités, je veux dire. Oui, les 3800 sont pratiquement dans toutes les communes de Burkina, toutes les provinces et toutes les communes. Il y a certaines communes qui auront une moyenne de 10 à 20. Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, je crois que c'est une centaine ou 200. Sans oublier aussi qu'il y a une autre équipe de journalistes et de blogueurs spécialisés dans l'analyse et ce que nous appelons les fake news. Vous savez, dans cette période-là, nous avons pas mal d'informations qui circulent. Celui-ci a déjà gagné, celui-ci va gagner, celui-ci a fait ceci. Parfois, c'est des dessins truqués, c'est des situations pour un peu monter la tension. Non, nous avons des spécialistes également actuellement qui sont en train de décortiquer toute image, toute, je dirais, phrase prêtée ou donnée à une tierce personne qui aurait prononcé cette phrase. Rapidement, on ressort et puis on sort la vérité. Il y a également... Ah, pardon. D'accord, voilà, on reviendra parce qu'il semble que votre micro a un petit problème. En attendant, je donne la parole à M. Kabiné Komara, chef de mission d'observation de la CEDEAO. Quelle est la stratégie que vous avez mise en place donc, pour l'observation du scrutin? Mais écoutez, comme je vous avais dit, nous avons déjà commencé à observer il y a 2 à 3 semaines, de façon à dépouiller tout ce qui se passe sur le terrain, les textes, les acteurs, l'ambiance, les médias, et même les relations entre les différentes parties prenantes. Deuxièmement, pour l'observation concrète, à partir de demain, nous avons 90 observateurs que nous avons déployés dans les 13 provinces. Et donc, ceux-ci sont partis aujourd'hui. Ils sont chacun dotés d'un guide d'observation, dotés d'un téléphone. Ils ont l'obligation de suivre scrupuleusement ce canevas qui est de standard international, de façon à remonter exactement les informations dont ils ont mission de faire l'observation. Et j'insiste pour dire que nous ne nous contentons pas seulement de suivre le jour du scrutin, mais également après au niveau du dépouillement, nous allons faire en sorte qu'il y ait un lien entre les bureaux de vote et la centralisation au niveau communal pour que nous puissions avoir un échantillon de l'application réelle de ce qui est dit dans le processus de compte et de validation. Alors, on sait que souvent, les observateurs souhaitent travailler vraiment dans la liberté. Le président de la CENI l'a évoqué il y a quelques jours, des bulles de sécurité dans lesquelles ces observateurs-là devront évoluer. Comment est-ce qu'on pourrait lier les deux aspects? Bien, ce qui a été décidé compte tenu de l'aspect sécuritaire, c'est que dans chaque région où nous sommes déployés, nous avons un contact au niveau sécuritaire. Donc, nos observateurs évolueront à l'intérieur de ce cadre, ce périmètre qu'on appelle une bulle de sécurité, et tout problème sécuritaire dont ils peuvent faire l'objet sera remonté au niveau d'une personne contact dont le contact est à notre niveau. Ensuite remonter à notre niveau. Nous pensons que réellement ce schéma va nous permettre de cadrer l'ensemble du pays, mais également rester en contact permanent avec nos différents observateurs sur l'ensemble du territoire. Alors, M. Dayen, parlons de l'après-observation. Comment est-ce que vous allez procéder pour la diffusion de ce que vous aurez constaté ou relevé durant votre mission d'observation? Oui, merci. Je crois que c'est aussi l'occasion peut-être de voir un peu la stratégie qui a été mise en place. Depuis le mois de janvier, nous étions déjà sur le terrain, sur les opérations d'enrôlement avant que ces opérations soient suspendues pour être reprises
après. Nous avions dépêché 200 observateurs pour suivre un peu l'enrôlement. Et nous avons également, pendant la campagne électorale, 200 observateurs, et cette fois-ci, c'est pour le monitoring des situations conflictuelles, des violences conflictuelles, des violences plutôt électorales, et donc également des situations conflictuelles que nous saluons à toi. Actuellement, depuis hier, nous organisons pratiquement toutes les 6 heures des points de presse. Ce matin, nous avons tenu un point de presse, il faut l'appeler ainsi, vous me donnerez les termes exacts. Demain à 6 heures, tous nos associateurs seront sur le terrain, nous enverrons les informations sur la situation, et autour de 11h, 12h, nous ferons un premier point de presse pour rassurer les uns les autres, ou informer les uns les autres sur les situations vécues par-ci, par-là. La troisième, il y aura encore une autre étape, c'est à 18h. Juste avant 18h, il y aura encore un autre point de presse pour rassurer les uns les autres qu'il n'y a pas de problème, ou il y a des problèmes quelque part à résoudre. Attention, je vais profiter peut-être vous le dire. Notre observation consiste à faire la remontée de l'information, ce n'est pas pour un communiqué à la fin. C'est pour saisir l'institution attitrée. La CENI, le Conseil supérieur de la communication, les services de sécurité, sur des situations que nos observateurs auraient observé. C'est vraiment ça. Nous travaillons beaucoup à ce que ces élections soient apaisées. Et comme le dit son Excellence, c'est une grande première. Et nous militons fortement pour que le Burkina sorte de cette élection comme une grande nation de démocratie. Merci beaucoup. Monsieur Komara, alors qu'est-ce qui est prévu après la phase d'observation? Bien évidemment, le processus d'observation électorale comprend cette phase d'observation, et puis ensuite nous allons nous réunir tous les chefs de mission, parce qu'il n'y a pas que la CEDEAO, les données africaines, l'OIF, le CNSAD et d'autres. Donc déjà cet après-midi, nous nous sommes réunis pour essayer de confronter les points que nous avons soulevés et qui méritent qu'ils soient portés encore à la connaissance des décideurs pour qu'on puisse encore les prendre en compte avant demain matin, ce qui a été très positif. Demain, après le truc proprement dit, lundi nous allons nous retrouver pour confronter nos éléments d'information de façon à préparer nos rapports. Naturellement, personne ne va influencer l'autre. Nous tenons au niveau de la CEDEAO que le rapport soit impartial. Je me suis engagé parce que c'est l'une des conditions que j'ai posées pour venir ici. Je voudrais contribuer à faire de cette élection un processus qui va équilibrer davantage la CEDEAO, mais également équilibrer davantage ce pays. C'est une jeune démocratie qui a donné déjà de très bonnes leçons. J'ai rarement vu dans la région un pays où les acteurs vont depuis une année progressivement marcher les uns vers les autres, régler les problèmes petit à petit et arriver à une élection de façon... Merci beaucoup, M. Kabinet Komara. Je rappelle donc que vous êtes le chef de mission d'observation de la CEDEAO. Je recevais également comme premier invité M. Daniel Dayen de la CODEL à la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau spécial. Avant de vous laisser partir, nous retrouvons Viviane Tsemerbego du côté de Dori, et chef-lieu de la région du Sahel, Viviane Koudougou plutôt. Voilà, nous retrouvons Viviane à Koudougou. Bonsoir Viviane. Bonsoir Nathalie. Bonsoir à tous. Voilà, quelle ambiance ça prévoit actuellement dans la cité du Cavalier Rouge? Alors, c'est une ville très calme que nous avons trouvée, loin de l'effervescence de ces dernières semaines de campagne. Et il en a été ainsi sur tout le trajet. La précision fait que nous avons rallié la cité du Cavalier Rouge en passant par Tabou. Alors, est-ce que vous avez fait un tour au niveau de la représentation de la CENI? Je vais parler notamment de la commission électorale, la provinciale indépendante. Oui, Nathalie, nous y étions, mais surtout aujourd'hui, l'effervescence, c'était à la CECI, la commission électorale communale indépendante, où il régnait une ambiance de ruche. Cette CECI-là s'occupe de la gestion du scrutin dans 22 villages et 10 secteurs de la commune de Koudougou, avec un total de 215 bureaux de vote. L'électorat y est de plus de 75 000 inscrits, Nathalie. Et ici, la commission a choisi de commencer le dispatching des kits pour les bureaux de vote par les villages les plus éloignés du centre. Et à l'heure où nous vous parlons, des responsables et assesseurs de bureaux de vote de la ville
sont toujours au siège de la CECI, ici au Théâtre populaire de Koudougou. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le plan de la sécurité? Sur le plan de la sécurité, il y avait une présence discrète des forces de défense et de sécurité. Et dans l'ensemble, ce sont plutôt les responsables des bureaux de vote qui étaient certains tendus, d'autres plus calmes, mais en train d'attendre leur tour pour récupérer les kits. Et pour la précision, c'est que ici à Koudougou, il y a certains kits qui sont incomplets. Il manque à certains endroits des listes électorales pour la présidentielle ou les législatives. C'est une difficulté qui attend d'être levée certainement avant l'ouverture des bureaux de vote. Merci à vous, Viviane Sendrebego. Vous étiez donc en direct depuis Koudougou, dans le centre-ouest. Et de Koudougou, nous mettons le cap sur la ville de Tenkodougou, dans la région du centre-est, où nous attend Sébastien Zongo. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir, Nathalie Kaoré. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau de la ville de Tenkodougou, relativement donc à ces élections? Nathalie Kaoré, relativement à ces élections, nous avons trouvé une ville calme, mais nous allons partager avec vous quelques chiffres et des informations concernant le déploiement du matériel. Concernant les chiffres, il faut dire que la région du centre-est compte 510 000 inscrits. Cela représente environ 8% du potentiel d'électeurs national répartis entre 3 provinces. La province du Boungou, qui représente environ 48,5% du potentiel régional, avec 247 700 inscrits dans 776 bureaux de vote. Le Kouritenga, qui représente 30% du vivier d'électeurs de la région, avec 153 200 inscrits dans 495 bureaux de vote. Et la troisième province de cette région, c'est la province du Koulpelgo, qui représente 21,5% des inscrits de la région, avec 109 600 personnes inscrites dans 393 bureaux de vote. Et justement, dans cette troisième province de la région du centre-est, on signale 3 communes qualifiées de difficiles en raison de la situation sécuritaire. Il s'agit de communes de Komianga, Yondé et Sondgui. Et le commissaire de la CENI chargé de la région du centre-est, Nyamba Malik Savadogo, nous assure que ces 3 localités sont aussi concernées par le déploiement du matériel. Et justement, pour le déploiement du matériel, il nous a assuré également que le matériel lourd était déjà déployé et qu'il s'agissait du matériel qu'il a qualifié de sensible, qui était en cours de déploiement, toujours en cours de déploiement, lorsque nous avons rendu visite à la commission de la CENI de la commune de Tenkodougou avec son président Roger Balima. Nous l'avons trouvé entouré d'un certain nombre de présidents de bureaux de vote venus récupérer leur matériel. Toutefois, le commissaire Malik Yamba Savadogo note qu'il y a des manques de matériel, notamment de l'encre, des procès-verbaux qui sont signalés par certains présidents de bureaux de vote. Et il nous a assuré aussi que ces équipes sont en train de ratisser, c'est le terme qu'il a utilisé, ils sont en train de ratisser pour que tout le matériel soit prêt dans tous les bureaux de vote pour l'ouverture demain matin à 6 h. Voilà les 2 situations pour vous, Nathalie Kaoré. Merci donc de nous avoir fait cas de cette situation au niveau de Tenkodougou, dans la région du centre-est. Voilà, nous revenons sur ce plateau pour recevoir le deuxième groupe d'invités. Je suis avec Dieudonné Zougrana, directeur de publication de Aujourd'hui au Faso. Bonsoir. Bonsoir. Alors également sur ce plateau, M. Bourema Oudraogo, directeur de publication du bimensuel Le Reporter. Bonsoir M. Oudraogo. Bonsoir Nathalie. Alors on va commencer avec une appréciation sur le déroulement de la campagne électorale. Comment est-ce que vous avez apprécié le comportement des acteurs politiques sur le terrain, M. Zougrana? Alors, on aura constaté au cours de ces 3 semaines de campagne un vent de démocratie soufflé sur le Burkina, parce que les 13 présidentiables, les 5186 candidats à la députation, en tout cas on menait, selon nos calculs, près de 1000 activités, meetings, rencontres, porte à porte,
Et ça, c'est un peu ce qu'on peut retenir dans les faits, avec plus de 3 millions de personnes rassemblées. Alors, exception faite, comme je l'ai dit, sur un autre plateau, des 2 attaques, le 8 novembre et puis le 11, qui ont fait 15 victimes, un civil et puis 14 militaires. Exception faite de ces 2 attaques-là, la campagne électorale s'est globalement bien déroulée. Parce que quand même, bon, il y a eu quelques pics, les joutes électorales, mais on attend de voir, et je crois que tout de suite on a eu un aperçu de ce qui se passe avec une revue de détail de vos envoyés spéciaux. Actuellement, bon, s'il y a quelqu'un qu'on doit un peu quand même plaindre, c'est le président de la CENI qui a vraiment sur ses frêles épaules justement tout ce processus-là. On suivait tout de suite avec l'envoyé spécial de la RTB à Bobo et Mounira qui disait qu'il y avait toujours du matériel qui était en train d'être acheminé. Et bon, à Tinkodro, il y a des zones rouges où on n'est pas sûr que le vote aura lieu demain. Mais je crois que si demain matin, de 6h à 18h, dans les 21 155 bureaux de vote, ça, on arrive à ouvrir ça de 6h à 18h, que les gens arrivent à voter sans quoi. En tout cas, ça sera d'abord le défi électoral qu'aura relever en tout cas la CENI et à travers elle le Burkina Faso. Ça, c'est vraiment le premier défi et on est vraiment à J- quelques heures et c'est ça, on attend. Sinon, je pense que dans l'ensemble, la campagne électorale s'est bien déroulée, sous réserve qu'à l'heure où nous parlons, il y a une polémique sur des velléités de fraude. Parce que je crois que l'opposition a parlé de velléités de fraude. Il y a des cartes d'électeurs qu'on rachète. Il y a des gens qui prétendent avoir déjà voté. Et je crois aussi que le MPP a déboîté au quart de tour. Et leur conférence de presse vient de finir. Le président du MPP, Simon Comporé, a donné une conférence aussi pour apporter un démenti. Donc je crois que c'est un peu dans ça on est. Mais globalement, on peut se satisfaire quand même de ces 3 semaines de campagne électorale. Alors, est-ce que c'est votre avis également, M. Bourema Ouedraogo? Est-ce qu'il y a des aspects qui vous ont marqué durant cette campagne électorale de 3 semaines? Oui, comme toutes les campagnes, il y a toujours des petits éléments effectivement qu'on retient, notamment les petites piques, les expressions qu'on lance. On a vu effectivement dès le lancement de la campagne du MPP, par exemple, que le président dont il parlait, Simon Comporé, a lancé cette affaire de Hakuna Matata, c'est devenu un slogan de la campagne. Après, le candidat du CDP est venu avec Hakuna Shida. Donc en fait, oui, c'est pour dire effectivement que la campagne a eu lieu. Les uns et les autres ont pu effectivement vendre ce qu'ils avaient à vendre au Burkinabé. On attendra demain, ou en tout cas dans les 48 heures qui suivent, en tout cas, on verra au résultat qu'est-ce que les Burkinabés ont acheté par rapport à ce qui leur a été vendu. Mais l'un dans l'autre, ce qu'on peut dire effectivement, c'est que les candidats ont eu la possibilité, chacun selon ses moyens. C'est ce qu'il faut dire aussi par rapport à cette campagne, parce que la campagne a été menée selon les moyens de chaque candidat. Ceux qui avaient des appareils qui leur permettaient de faire des grands meetings et d'avoir des équipes qui sillonnent les différentes régions, les provinces, les villages et autres, en lieu et place des candidats, ont fait ce travail-là. Ceux qui n'en ont pas les moyens ont dû faire le boulot eux-mêmes, en allant soit dans des marchés, soit dans les villages pour porter leur message directement aux électeurs. L'un dans l'autre, chacun a pu s'exprimer en fonction de ses moyens. Et ce qu'on peut retenir aussi effectivement, et également aussi de cette campagne, c'est que ça s'est achevé effectivement, c'est une note où on a comme l'impression que la bataille, en tout cas, la bataille certains ne semblent pas être satisfaits de la bataille pendant la campagne et comptent poursuivre la bataille après, si bien qu'on a eu même droit à des conférences de presse au moment où la campagne devrait être close et que les partis politiques devraient effectivement avoir raison gardée. Si on avait des suspicions, effectivement, qu'on puisse les noter. Moi, je déplore un peu qu'on achève sur cette situation, parce qu'il ne faut pas qu'on perde de vue l'enjeu électoral ne doit pas nous faire perdre de vue que nous avons des institutions. Et si on constate des anomalies, ce n'est pas forcément
directement, il faut courir derrière la presse pour commencer à dénoncer. Il faut chercher d'abord à comprendre et confier le travail à des institutions, quitte à les mettre devant leurs responsabilités. Parce que c'est la seule façon aussi de préserver le cadre républicain qui nous donne tous le droit, effectivement, d'exprimer nos ambitions et de pouvoir, effectivement, chercher, effectivement, à faire en sorte que nous puissions être écoutés par nos compatriotes. Alors, je voudrais qu'on aborde la question des stratégies de campagne. On a vu des porte-à-porte, des assemblées générales, des meetings, en fonction de la stratégie choisie par les différents partis. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, Dieudonné Zougourana? Bon, là, je ne suis pas un candidat pour dire ce qui est... Bon, Bourema l'a un peu défloré le sujet. Chacun a fait sa campagne en fonction de sa stratégie. Encore que, bon, pour quand même avoir managé les couvertures médiatiques au niveau de ma rédaction, je peux dire qu'il n'avait véritablement pas de programme de campagne. Parce que vous allez appeler un candidat, bon, il va dire oui, bon, on va vous... Et il y en a qui sont injoignables, bon, à la limite même, ils n'ont pas... On va revenir sur la couverture médiatique pour proprement dit, mais en fonction des stratégies que les différents candidats ont choisies pour aller à la conquête de l'électorat, selon vous, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, je pense quand même que, bon, ce qui m'a frappé, c'est quand même la campagne électorale menée dans les marchés. Bon, c'est vrai que j'ai quand même eu beaucoup d'expérience dans les campagnes électorales, mais c'est une des rares fois où je vois beaucoup de candidats qui battent campagne dans les marchés, qui montent. Bon, ça c'est une stratégie, mais je ne sais pas, est-ce qu'elle est opérante, je n'en sais pas. Mais je pense quand même pas mal, en tout cas, de candidats ont pu tenir des meetings, ils ont fait du porte-à-porte, mais je pense que ce qui a quand même marché, que quand même on peut dire que, bon, ils ont fait mouche, c'est quand même les campagnes où il y a un meeting, où quand même il y a un message qui est adressé à quand même à un électorat potentiel. Parce que quand même les pérégrinations, ce que j'appelle les pérégrinations dans les marchés, se promenaient pour mon... Bon, je ne sais pas, mais je pense que les meetings ont mieux fait mouche que quand même les promenades dans les marchés. Je ne sais pas. Moi, je pense plutôt le contraire. Parce que la présence du candidat au marché permet effectivement à des gens qui n'auront jamais eu l'occasion de parler au candidat de pouvoir s'adresser à lui et de pouvoir discuter de leurs problèmes. Maintenant, en termes d'efficacité, c'est qu'il faut réunir des millions de voix pour pouvoir être élu. Maintenant, est-ce qu'en 21 jours, les candidats ont le temps effectivement de faire ce travail? Moi, je crois que c'est une stratégie qui aurait pu être, qui peut être porteur, ou porteuse du moins, si les candidats s'y étaient pris en longueur, c'est-à-dire bien avant. Parce que c'est ce genre de travail. Moi, je lis, quand vous lisez par exemple le livre de Barack Obama, il explique comment effectivement il a conquis le cœur de beaucoup d'Américains. Parce que plus de 2 ans avant la campagne électorale, avant même d'être candidat à la candidature, il a pris sa voiture, il a fait le tour des États-Unis, rencontré des gens, aller participer à des messes avec des gens. Mais ça, c'est un travail de fond bien avant la campagne électorale. Pour se préparer d'abord, pour se faire connaître des gens du peuple. Maintenant, quand on le fait en 21 jours, là, effectivement, il y a de fortes chances que ça ne se limite à quelques centaines de personnes parce qu'on n'a pas le temps de parcourir tout le Burkina et de pouvoir parler à des millions de Burkinabés en 21 jours. Donc là, c'est la première limite d'une telle stratégie. La limite aussi de la stratégie meeting, c'est que c'est pratiquement les mêmes personnes qu'on remobilise dans les quartiers. Mais quand on regarde les stratégies de mobilisation des gens pour aller au stade, en fait, on ne demande pas si c'est militant. La plupart de certains partis politiques ont dû distribuer l'argent du carburant à des gens sans savoir si c'est des militants qui sont allés remplir le stade. Ce n'est pas forcément des militants qu'on a au stade. On a des spectateurs. Mieux, on fait venir des artistes de renom qui attirent les gens, c'est gratuit. Moi, je ne sais pas combien de personnes veulent voir par exemple ces stars-là. En 30 secondes, je veux dire effectivement, c'est vrai que les meetings, ça rappelle un peu, la foule n'est pas égale à l'électorat. Mais c'est vrai qu'en termes de connaissance du candidat, dans les marchés, on dit, ah oui, c'est un tel, parce que souvent c'est à travers la télé ou bien dans un journal.
Là, on a le candidat en chair et en os devant soi, c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'en termes de portée, pour se faire élu député ou président, bon, je reste réservé quand même sur cette campagne de marché-là. Alors, je reste avec vous, Dieudonné Zougouana, pour aborder l'aspect couverture médiatique de cette campagne. Justement, comment est-ce que vous avez apprécié le travail de la presse? Et également, j'aimerais vous entendre sur le comportement des candidats vis-à-vis justement de la presse durant cette période. Non, les médias ont joué leur rôle parce qu'on a été coaché par le CSC. En tout cas, dans l'ensemble, et même le CSC a fait un bilan à mi-parcours pour voir comment la presse s'est comportée en matière d'équité. Et ils ont vraiment fait sortir un peu le bilan. Je crois que la difficulté pour les médias, c'est comme je le disais tantôt, c'est vraiment le programme même de certains candidats qui véritablement n'en avaient pas. Vous les appelez, soit le téléphone est éteint, soit on dit on vous rappelle, soit on dit, ou bien c'est des meetings reportés, ou bien, mais en tout cas, il y a eu 3 ou 4 candidats présidentiables comme ça qui véritablement pour moi n'avaient pas de programme de campagne électorale. Bon, souvent on était obligé d'aller les interviewer ou de les appeler ou bien bon on nous dit voilà ils sont dans tel marché, il est en train d'aller. Donc véritablement ça a été le principal problème que les médias ont rencontré. Bon, et puis souvent aussi pour expliquer, bon, même leur programme, il y en a qui ont eu des difficultés. Bon, soit peut-être que le programme a été mal mâché, ou bien il n'y en avait pas, ou bien ils n'ont pas maîtrisé. Bon, et ça posait un problème au niveau des médias. Et je retiens quand même, bon, comme disait Bourema, 3 identités remarquables. Il y a eu quand même 3 identités remarquables dans ces présidentiables. Là, on va dire peut-être qu'il y a eu, bon, quand même le coup de gueule de choses de Simon Akuna Matata, qui Simon, bon, c'est un vieux briscard. Il y a eu Sakandé, les deux, et il y a eu la femme là, Kam Yeli. C'était pour moi, en tout cas, à mon niveau, 3 identités remarquables, en tout cas, dans cette campagne électorale. Merci beaucoup. Alors, Bourema Ouedraogo, on a vu même des tribunes d'expression offertes par le CSC aux candidats, notamment ceux aux législatives, des candidats qui ont souvent brillé par leur absence sur ce même plateau. Comment est-ce qu'on pourrait analyser ce genre de comportement? Oui, et ça veut dire quand vous prenez par exemple déjà la liste des candidatures, au risque de choquer certains, on a parfois comme l'impression, on se demande pourquoi certains se sont portés candidats. En toute honnêteté, c'est vrai qu'on ne va pas citer des candidats, mais ça explique aussi le fait que quand on se pose même des questions, même si le fait que la personne ou le parti ou le regroupement s'est porté candidat, parce qu'on a comme l'impression que dans cette affaire-là, il y a eu des candidatures pour des candidatures. Quand vous prenez par exemple la législative, pour 127 postes à l'Assemblée nationale, on avait 126, si l'ensemble, on avait 126 partis politiques et regroupements de partis politiques. Ça veut dire que même si on veut donner un député par chose, il resterait juste un. Ça pose problème déjà par rapport à ça. Même pour le travail médiatique. Comment on peut assurer en 21 jours la couverture médiatique de 121 partis politiques et regroupements d'indépendants pour créer des conditions d'équité? Mieux, certaines personnes se sont retrouvées candidats. Quand on les écoute, là où il a fallu même que les médias aillent les chercher, trouver là où ils ont une rencontre. Et peut-être même faire, quand je vois la contorsion des télévisions par exemple, pour ne pas présenter le public, on braque sur les candidats juste pour qu'ils puissent parler, pour qu'ils laissent son temps de parole. Il laisse son temps de parole. En fait, il y a toute une gymnastique, mais je crois aussi qu'on tire les leçons et de tout ça, et qu'il faut qu'on réfléchisse avec les CSC sur les questions d'équité par rapport aux candidatures. Est-ce que les questions d'équité veut dire aussi effectivement qu'on laisse les plats de temps destinés à des candidats qui ne viendront pas alors que d'autres en ont besoin. D'autres sauteront dessus pendant que d'autres boudent ces espaces-là. Moi, je trouve que c'est du gaspillage, effectivement, pour une télévision, de montrer des sièges vides parce que le candidat n'est pas venu, alors qu'on a en face des candidats qui sauteraient à la première occasion pour occuper ces espaces-là. Donc, il y a une réflexion aussi par rapport à notre approche de l'équité qu'il faut qu'on revoie, parce que l'équité ne veut pas dire aussi qu'il faut punir ceux qui sont capables de travailler
pour qu'on les mette au même niveau que ceux qui n'en ont pas la possibilité ni les capacités. Merci. Ça, c'est un problème. Merci beaucoup. Le débat est intéressant, mais je suis obligée donc de vous dire merci. Merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que je recevais donc Dieudonné Zourana du journal Aujourd'hui au Faso et Bourema Ouedraogo du journal Le Reporter. Merci à vous. Et avant que vous ne quittiez le plateau, nous partons donc à Gawa, dans le sud-ouest, où nous attend au téléphone. Bienvenue Tansa. Bonsoir. Nathalie, bonsoir et bonsoir à tous. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement dans le sud-ouest du Burkina relativement à ces élections, concernant principalement la ville de Gawa où vous êtes? Alors, vous le voyez certainement à l'image des présidents de bureaux de vote venus enlever du matériel électoral. Ce sont pratiquement les derniers que vous apercevez sur ces images en train d'acheminer le matériel en direction des bureaux. Depuis 18 h environ, les va-et-vient ont cessé, laissant place au calme ici à la commission électorale communale indépendante CECI de Gawa. Tous les présidents des 106 bureaux que compte la CECI de Gawa ont pu entrer en possession de leur kit, nous a confié Samsa Youn, le président de cette CECI. Sachez que ce travail s'est fait non sans difficulté. On peut noter l'absence des procès-verbaux de l'élection présidentielle et l'absence de certains membres de bureau de vote à l'appel. L'assurance nous a été donnée par Samsa Youn que tout est maintenant rentré dans l'ordre. Les procès-verbaux sont arrivés à l'heure actuelle. Les membres absents des bureaux de vote ont été simplement remplacés, a dit le président de la commission communale indépendante. Si l'on s'en tient donc au dit de Samsa Youn, les 106 bureaux de vote de la commune de Gawa seront prêts à accueillir les premiers votants dès 6 heures. En raison de la maladie à coronavirus, la CECI prévoit un dispositif de lavage de mains devant chaque bureau de vote. Nathalie, plus de 25 000 personnes sont inscrites sur le fichier de la commission électorale communale indépendante de Gawa. Aucun incident majeur est relevé ici à Gawa. Je m'en voudrais d'ailleurs de ne pas préciser que des éléments des forces de défense et de sécurité sont sur place. Vous, bienvenue Tansa pour ce point donc que vous nous avez fait concernant donc l'ambiance qui prévaut au niveau de Gawa par rapport donc au scrutin de demain. Nous sommes justement donc à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote et de Gawa donc nous mettons le cap sur Fada dans la région de l'Est. C'est là que nous attend Ismaël Diloma Sirima. Bonsoir Sirima. Bonsoir, Wendata Nathalie Kaoré. Est-ce que vous pouvez venir un peu sur la situation que vous avez dépeint dans notre journal de 20 heures? Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Nous sommes déjà au centre communal de compilation. Effectivement, il y a eu des évolutions. À l'heure actuelle, depuis 18 heures, les derniers présidents de bureau de vote ont pris leur kit et le matériel nécessaire pour rejoindre leur bureau de vote. Et jusqu'à présent, quand on est revenu aux environs de 19 heures, on avait remarqué que la plupart des présidents de bureau de vote avaient déjà quitté les lieux. Maintenant, il y a eu certaines personnes qui sont venues genre se plaindre comme quoi dans leur circonscription, il n'y a pas les présidents de bureau de vote ne sont pas encore venus, mais je crois bien que le président de la CECI s'est entretenu avec lui et a dit qu'il prendrait tout en œuvre pour que ce soit réglé d'ici demain matin. Alors, Ismaël Sirima, quand on parle de la région de l'Est, l'un des aspects qui retient l'attention, c'est bien la sécurité. Est-ce que sur cet aspect, quelle est la sérénité règne? Bon, à propos de la sérénité, disons que bon, ça va quand on fait le tour de Fadangourma, on sent que la population est calme. Bon, donc ça fait que à ce niveau, on n'arrive pas à apprécier concrètement si ce n'est que de visu comme ça. Bon, on se dit que tout baigne, mais on attend de voir demain comment est-ce que les choses vont évoluer.
Donc à vous, Ismaël Adiloma Sirima, vous étiez en direct depuis la ville de Fada, dans la région de l'Est. Merci pour tous ces éléments d'information. Et nous revenons sur ce plateau. Je suis en compagnie du directeur de la télévision du Burkina, M. Evariste Kombari. Bonsoir. Bonsoir Nathalie Kaoé. Alors, avant de parler de ce que la RTB propose pour ce week-end électoral, j'aimerais vous entendre sur la couverture médiatique de cette campagne. Est-ce que la RTB a atteint ses objectifs? Vous me posez là une question, vous étiez sur le terrain, Nathalie Kaoé. Je pense que nous avons atteint nos objectifs parce que c'est comme une première mi-temps. Et pour cette première mi-temps, je dirais qu'on a fait zéro faute. Même si par moment le Conseil supérieur de la communication nous a interpellés sur un certain nombre de manquements. Et à l'instant T, il faut dire que nous avons déployé au moins au bas mot 100 équipes sur le terrain. Et nous avons animé un journal spécial de campagne. Durant la campagne, il y a eu 21 éditions. Et on a fait au moins 350 reportages. Donc, pour cette première partie, on peut dire que nous sommes satisfaits, mais c'est le plus dur qui commence. Justement. Et revenant à cette première partie, est-ce que vous avez eu des cas de difficultés que les agents auraient rencontrés sur le terrain? Quels sont les échos qui vous sont parvenus? Dieudonné Zungrana et l'autre nous ont dévancé sur ce plateau, ils ont tout dit. Vous savez, vous avez été sur le terrain. En tant que journaliste, j'étais aussi également sur le terrain. Les élections se suivent et se ressemblent, serait-on tenté de dire. Parce que là, il y a des candidats qui n'ont pas un programme fixe. Les journalistes se sont plaints, ils attendent pendant 2 heures, sinon 5 heures de temps des candidats. Pendant que vous êtes à Boromo, votre candidat qui doit faire le meeting se trouve à Ouagadougou et doit faire le chemin, il vous dit d'attendre. Nous avons pris notre mal en patience, nous sommes parvenus à le faire. Mais en d'autres termes aussi, on peut dire que de l'autre côté, il y a l'autre difficulté, c'est que le Conseil supérieur de la communication a donné des quotas par parti. Maintenant, l'autre difficulté était qu'il y a des partis, on ne peut pas les citer, qui débordaient de reportages, alors qu'il y a certains qui étaient dans la difficulté. La rédaction a dû trouver des gymnastiques pour rehausser leur niveau, leur temps en termes de durée, en termes d'équité, parce qu'on était obligé de respecter cela. À part ça, je pense que dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Aussi, quand même, il faut signaler le professionnalisme qui a prévalu dans ce travail. Tous les reportages étaient d'une durée d'1 minute 30 pour tous les partis politiques. 1 minute 30 pour tous les partis politiques. Vous savez, dans cette campagne-là, qu'est-ce qui est important quand un reporter est sur le terrain? Il y a d'abord le message, ensuite la mobilisation. Donc, dans les montages, il fallait privilégier le message et les plans de coupe qui montrent qu'on ratissait large. Mais le parti qui ne ratisse pas large ne voudrait pas qu'on monte des plans larges. Malheureusement, nous, on fait notre travail et ça a été respecté. Ouais. Voilà, venons au programme de demain, 22 novembre. Qu'est-ce que la chaîne au cœur de grands événements a concocté pour les téléspectateurs? Demain, qu'est-ce que la chaîne au cœur de grands événements a concocté? Ça commence ce soir. Justement. Nous l'avons voulu la nuit préélectorale. Autrefois, nous ne faisons pas cette nuit, mais ça nous a permis de tester notre dispositif. Donc demain, qu'est-ce qu'on va faire? La journée de demain est divisée peut-être en 3 parties. Il y a la journée électorale. Il y aura une première édition à 10 h, le JT de 13 h, une édition spéciale à 17 h, l'édition de 20 h, puis la nuit électorale. La nuit électorale, je pense que tous les regards seront concentrés sur cette nuit. Nous avons déployé nos équipes. C'est un échantillon, si je peux m'exprimer ainsi, que les téléspectateurs ont vu. Il y a des appels téléphoniques, il y a des duplex, on est en multiplex, mais des duplex à Fada, à Tenkorgo, à Ouéguia, au siège de la CENI. Donc voilà ce qu'on compte faire pour quand même relayer, je ne dirais pas heure après heure, mais quand même pour que les téléspectateurs puissent le suivre. La nuit électorale va de 21 h à 6 h du matin. Nous sommes également des invités. Hein? Il y aura des invités. Il y a 11 tableaux, il y a 11 plateaux qui seront animés par 6 journalistes, dont vous, Nathalie Kaouré. 3 journalistes en français. Il y aura également les langues nationales. Je pense que nous pouvons dire merci au comité, puisque nous avons placé un comité qui se charge de la campagne électorale, chapeauté par le rédacteur en chef et puis d'autres coordonnateurs adjoints. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'envergure du déploiement à travers le pays? Est-ce que toutes les conditions techniques sont réunies pour que tout se passe bien demain? Ce que nous avons vu ce soir, on peut dire que toutes les conditions techniques sont réunies. Parce que nous avons dû déployer, on a 2 fly. On a une fly à Bobo-Dioulasso, une fly à Ouéguia. Nous avons utilisé également les faisceaux. Les autres points où on ne pouvait pas mettre des fly pour que les gens nous voient de visu, audiovisuel, nous avons utilisé le téléphone. Au départ, ce n'était pas donné.
Ce n'était pas donné parce qu'à la veille de la campagne, ce n'était pas évident. Nous avions besoin de moyens roulants. Dieu merci, grâce à la direction générale et avec le soutien de certains ministères, nous avons pu avoir des moyens roulants qui nous ont permis de sillonner sur l'ensemble du territoire national. Merci. Je ne veux pas, Nathalie Kaouré, permettez-moi quand même, au nom du directeur général, de dire félicitations à toutes les équipes qui sont sur le terrain. Les gars, félicitations et surtout beaucoup de courage. Demain, c'est la finale. Je parle comme un sportif. Demain, c'est la finale. Restez professionnels. C'est ensemble que nous allons réussir cette campagne et ce scrutin. Merci pour ce message d'encouragement. Merci à vous, Monsieur Évariste Kombari, directeur de la télévision du Burkina. On ne peut que souhaiter donc que cette journée et cette nuit électorale se déroulent demain très bien, au bonheur des téléspectateurs de la RTB, la chaîne au cœur de grands événements. C'est avec vous que nous refermons ce programme spécial. C'était la nuit préélectorale sur la RTB. En attendant de vous retrouver demain soir, je vous souhaite de passer une agréable soirée sur la RTB.